Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Le cercle s'est agrandi, la concurrence est devenue plus féroce, les plateformes de seconde main de luxe évidemment, ici avec Collector Square, une sélection permanente de près de 15 000 pièces, c'est la différence et un iconique en vedette, notamment le Birkin d'Hermès. La cofondatrice de Collector Square, Oksana Orlovsky, est dans Iconic Business. Elle incarne littéralement la marque de bijoux qu'elle a créée en 2011. Pauline Léniaud et Gemio et Pauline Léniaud, son modèle, sa stratégie, son actualité sont dans les désirables de la semaine. Tendances et phénomènes, Éric Brionne nous accompagne aujourd'hui. Le directeur général du Journal du Luxe menace justement sur le luxe en Chine. Il nous en dit plus dans quelques instants. C'est Iconic Business, bienvenue. Avec nous cette semaine, Oksana Orlovsky, cofondatrice et directrice générale déléguée de Collector Square. Bonjour. J'ai peut-être, dès le sommaire, mis sur la table les mots qui fâchent. J'ai parlé de plateforme de seconde main de luxe, mais Collector Square, c'est beaucoup plus que ça. On va voir d'ailleurs quelles sont les différences au milieu de cette concurrence. Près de 9 ans de vente en ligne de sacs, de montres, de bijoux, objets de luxe de seconde main. En 9 ans, la concurrence a explosé. Pourtant, vous gardez un positionnement bien à part. Oui, en effet, c'est vrai que quand on a lancé Collector Square, notre idée était de développer un modèle innovant par rapport aux modèles qui existaient à l'époque, donc les modèles traditionnels de dépôt-vente, de vente aux enchères. Donc notre idée, c'était un modèle innovant, principalement digital, mais c'est vrai que dès le début, on a choisi de prendre un chemin complètement différent des plateformes et places de marché. Donc au contraire, ça ne me fâche pas, ça m'aide à expliquer la différence. Notre idée était vraiment de développer un modèle spécifique pour nous spécialiser sur le segment haut de gamme du luxe de seconde main et à travers donc, un modèle dans lequel le digital est un outil et où finalement ce sont nos équipes d'experts et de spécialistes qui sélectionnent tous les produits, les expertisent, les authentifient, fixent le prix, décrivent et on stocke dans nos lieux de stockage. Donc, c'est ça votre force et votre différence. Il y a une concurrence qui se positionne aussi sur du haut de gamme, sur des produits de luxe et en fait on va chercher ce qui se vend le mieux, donc tout le monde va chercher les mêmes pièces. Et donc, est-ce qu'on accède facilement à ce stock ? Alors évidemment, pour nous, c'est une des clés est de capter la marchandise, de sourcer. Mais ce qui est important aussi, c'est d'apporter des garanties. Alors tout le monde va en effet, beaucoup de clients recherchent des iconiques et nous, tout notre savoir-faire s'oriente justement dans le fait de capter. Un de nos arguments d'ailleurs différenciants est le fait qu'on achète une grande partie des objets que l'on revend, ce qui nous permet, ce qui est un argument auprès des vendeurs, ce qui nous permet d'accélérer aussi notre développement. Mais ce qui intéresse évidemment les clients sur du très haut de gamme et des objets qu'on vend, acheter un sac Hermès, acheter une montre Rolex, au-delà de l'iconique, on a besoin d'être sûr de l'authenticité, d'être sûr du prix, de savoir que derrière, si la montre s'arrête, on peut appeler ce tiers de confiance et la faire réparer, changer la pile, etc. Voilà. Oui, finalement, parce qu'on n'a pas basculé dans un modèle 100% digital. Le physique est essentiel et ça fait d'ailleurs partie de votre modèle. Complètement. Nous, 70 à 80% de nos ventes sont digitales. Donc, le digital est une grosse partie de l'activité, mais ça reste un outil seulement pour nous. Outil, vous l'avez précisé plusieurs fois, un outil et pas une fin en soi. Exactement. On n'est pas qu'une plateforme de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs. Pour nous, c'est vraiment un outil, un canal. On a d'autres canaux, dont des canaux aussi 100% physiques. On a un showroom à Paris où on reçoit clients-acheteurs, clients-vendeurs. On a aussi un espace permanent au sein du Bon Marché, donc du grand magasin à Paris. On a aussi une présence au sein de plusieurs hôtels du groupe Erel à Courchevel, Saint-Tropez et Val d'Isère. Et l'idée est vraiment d'avoir plusieurs canaux qui se complètent, d'être présent à travers différents points et autour du digital. Clientèle qui fait de plus en plus confiance et qui achète de plus en plus facilement de grosses pièces ou des pièces d'une importante valeur en digital. Oui, alors ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire de démocratiser, développer l'achat en ligne. Et nous, on le voit en 9 ans d'activité, de plus en plus de clients achètent des pièces
pièces très haut de gamme en ligne 100%. Dans ces derniers mois, on a par exemple vendu une montre près de 100 000 euros, 100% online, voilà, paiement online, expédition, etc. J'ai cet exemple en tête. Collector Square célèbre un iconique, je le disais, le Birkin, les 40 ans de la star de la maison Hermès, symbole d'une maison, du luxe et de l'investissement. Un reportage d'Eva Jaco. C'est sans conteste le sac le plus connu au monde. Le Birkin d'Hermès a été créé en 1984. Cet intemporel de la pop culture a traversé les décennies. Aujourd'hui, c'est l'une des pièces les plus convoitées au monde. Hermès en vend près de 10 000 par an, et ce malgré des centaines de milliers de demandes, y compris sur les sites de seconde main de luxe. Nous sommes ici dans le showroom de Collector Square avec Sarah Benani. Bonjour, vous êtes la directrice du département maroquinerie de Collector Square. Alors ici, vous avez 2000 sacs Hermès, dont 600 Birkin. Comment est née la légende du sac ? Alors, la légende est née en 1984 dans les airs, fruit d'une rencontre entre Jean-Louis Dumas et Jane Birkin, qui se plaignait de ne pas avoir de sac adapté pour elle. Et donc, il va créer pour elle donc, ce Birkin avec cette forme trapèze vraiment iconique. Alors Sarah, ce sac a pris de la valeur ces 5 dernières années. C'est vraiment devenu une pièce d'investissement. Combien coûte un Birkin en moyenne ? Alors absolument, un Birkin en moyenne, ça coûte entre 8 et 15 000 euros en seconde main. Alors tout dépend du modèle, si c'est une pièce vintage ou une pièce récente. Il faut savoir que les pièces vintage sont un petit peu moins cotées que les pièces vraiment totalement récentes dont la date de production est vraiment de l'année en cours ou de l'année précédente. On a donc une explosion des demandes qu'on identifie après le Covid à peu près, où on voit vraiment le prix moyen augmenter de plus 50% en 5 ans. Alors vous avez aussi ici des éditions limitées qui se revendent à prix d'or. C'est quoi la pièce la plus iconique que vous ayez vendue ? Alors on a vendu récemment un Birkin Himalaya à 160 000 euros, qui est une pièce très rare à trouver. À l'occasion de l'anniversaire du Birkin, Collector Square met en vente une centaine de modèles de 8 000 à 160 000 euros pour le plus rare d'entre eux, le modèle Himalaya. Merci Eva Jaco. Ozana Orlovski, ce sont des temps forts pour Collector Square que des événements de cet ordre ? Oui, tout à fait. On a notre catalogue général de plus de 15 000 pièces, voilà, dont 6 000 sacs, 2 000 Birkin. Et c'est comme ça qu'on est leader européen sur notre segment de marché. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on organise régulièrement des ventes thématiques pour présenter des sélections d'objets avec une approche transversale et un petit peu différente et apporter de l'animation. Donc ça, c'en est un exemple. Donc on présente une sélection de sacs Birkin de la maison Hermès. Donc voilà, on a plus de 100 sacs en avant-première, dont un nouvel Himalaya, donc avec une taille un peu plus petite. Donc vraiment une pièce d'exception qu'on va présenter à 178 000 euros. Justement, la concurrence est bel et bien là. Tout le monde va chercher les mêmes marques. Est-ce que pour autant, il y a encore une croissance potentielle et pour vous, une tendance des ventes qui augmente ? Alors, pour nous, il y a encore beaucoup de potentiel et on n'en est qu'au début finalement du développement du marché de la seconde main. Et pour moi, le potentiel, il vient du fait que les clients vendent de plus en plus facilement. Et avec un panier moyen qui a augmenté ? Alors nous, on a un panier moyen de plus de 4 500 euros par objet. Donc c'est encore, ça illustre encore le fait qu'on se spécialise vraiment sur un segment haut de gamme. Voilà. Et nous, depuis la création de Collector Square, on a notre prix moyen qui, petit à petit, a augmenté et c'est notre choix de vraiment nous spécialiser sur un segment haut de gamme. Avec un marché clé qui reste la France et un peu plus largement l'Europe ? Oui, alors nous, on a une activité qui est vraiment aujourd'hui internationale. On expédie partout dans le monde. Au showroom, on a des clients étrangers. Les clients français représentent la moitié de notre activité. L'autre moitié sont des clients étrangers. Et parmi ces étrangers, c'est vrai que la clientèle européenne représente une part importante. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ozana Orlovski, vous avez quelque chose qui vous rassemble souvent un peu tous. En premier lieu, pour vous, c'est le luxe ultime, le temps. Oui, alors c'est très basiquement, et voilà, c'est quelque chose d'immatériel, mais je pense que dans nos vies pressées et partagées entre le travail, les enfants, les autres activités, c'est vrai que le temps, ce temps
est un luxe et voilà, rare finalement. Mais comme ici, on aime bien aller fouiller dans les placards quand même, vous avez des objets pour nous et notamment un sac. Oui, mais finalement, le temps se retrouve un peu comme fil rouge de mes trois iconiques. Savoir-faire, de transmission. Et c'est vrai que pour moi, un autre symbole du luxe est vraiment une pièce de qualité dans sa fabrication, sa production, donc dont la production a été longue. Et un sac Hermès, je voulais prendre l'exemple du sac Hermès Kelly, par exemple, dont la fabrication prend 14 heures de travail manuel. Et pour moi, c'est vrai que le luxe, c'est aussi voilà, ce savoir-faire, cette qualité et cet artisanat de fabrication. Le savoir-faire, le temps et puis l'intemporalité aussi, notamment un bijou vintage. Et ça, c'est dans l'air du temps parce que les bijoutiers, comme d'autres, fouillent dans leurs archives pour justement nous raconter leurs histoires aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, édite, réédite. C'est vrai que pour moi, un autre symbole justement d'iconique, de luxe et quelque chose qui va durer dans le temps, qui va avoir une histoire. Voilà, moi, j'ai un intérêt particulier pour la joaillerie, en particulier cette époque des années 70. Et on voit en effet que les plus grandes maisons se fouillent dans leurs archives et rééditent des objets, ce qui, nous, sur le marché de la seconde main, est quelque chose de positif parce que ça redonne de nouvelles couleurs à ces pièces vintage et ces pièces voilà, iconiques, mais du passé. Merci beaucoup, Ozana Orlowski, cofondatrice et directrice générale déléguée de Collector Square, d'avoir été dans Iconic Business aujourd'hui. Dans un instant, Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio, où en est la maison moderne de joaillerie. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, phénomènes et tendances, avec Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe. Alors on va prendre, Éric, d'énormes pincettes parce que ça risque d'en affoler plus d'un avec ces menaces, allez, ces signaux faibles sur le luxe en Chine. On surveille quoi? La génération des allongés? Exactement. Alors, c'est nouveau. Menace sur le luxe en Chine. En effet, cette génération des allongés, aka la Tangping Generation. Alors déjà, d'une part, c'est la génération Z, donc les moins de 25 ans. Oui, déjà. Et il faut dire que, quand même, ces moins de 25 ans chinois, c'est eux qui ont fait baisser drastiquement l'âge du premier achat luxe, qui est à 15 ans maintenant. Mais pourtant, il y a un signe terrible, et ce signe terrible, c'est ces allongés. Alors, c'est quoi derrière? C'est le trauma Covid, tout simplement. Donc, le premier point, c'est une gestion qui a été catastrophique de Pékin par rapport à Covid et finalement, cette jeunesse, elle se la prend en pleine face, cette mauvaise gestion. Alors, plusieurs traumatismes. Le premier, bien sûr, c'est la santé mentale. Ici, à cause de ces confinements drastiques. Mais plus encore, c'est l'impact économique. Donc, un taux de chômage jeune à 23%, ce qui est énorme et ce qui change complètement le paradigme de la société. Et en plus, ils sont aussi des victimes de cette croissance au ralenti qui nous fait rêver, mais qui est quand même au ralenti, plombée par la crise immobilière, qui fait que l'ascenseur social est en panne. Et c'est là le problème. Donc du coup, il y a un petit parfum de mai 68, la violence en moins. Cette génération des allongés, elle ne veut plus perdre leur vie à la gagner. C'est vraiment un slogan ici. Donc ils remettent déjà en cause l'archétype du premier de la casse, ce système d'hyper-compétition ici, parce qu'au final, soit on a des jobs mal payés, soit on n'a pas de job du tout. Donc, premier point. Le deuxième point, ici, il touche à la consommation. C'est véritablement cette idée que on est dans un rejet de l'hyperconsommation. Et ça, c'est un marqueur en Chine. C'est un marqueur terrible qui est un peu symbolisé aussi par le triomphe de l'anti-héros. Et je citerai un film qui cartonne en ce moment en Chine, enfin cartonné à Noël, qui s'appelle YOLO, avec son héroïne qui est chômeuse, qui vit chez ses parents et qui est clairement feignante. Et ça a été le numéro 1. Donc on voit ce symbole qui est là. Donc cette hyperconsommation, ça touche toute la consommation, mais en particulier les marques occidentales. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va substituer une marque occidentale par une marque chinoise. Ça, c'est le premier point. Ou alors, on va aller chercher une recherche de spiritualité, les voyages, ou même des traditions. Et la culture. Ici. La quête de sens débarque. Exactement, en force. Et cette quête de sens, parfois, elle grince avec le luxe, parce que le luxe symbolise justement cette hyper-consommation ici. Et donc, cette génération des allongés, on a pris un symbole, c'est le triomphe d'une marque de thé au lait qui s'appelle Shaji, qui a créé véritablement le buzz à travers
un dupe, donc une copie, vraiment copier-coller. Ah oui, on parce est qu'on a bien dans l'image ici on a de la la copie, vous allez le voir, vous allez le découvrir si vous nous regardez à la télévision. On est véritablement sur la toile de Jouy Dior. totalement la toile de Jouy Dior, et c'est un carton, donc ici. Donc au final, qu'est-ce qu'on doit penser de cette génération allongée? Le Parti communiste chinois, forcément, s'inquiète de cet éloge du strict minimum, qui est très très loin des canons philosophiques. Alors, est-ce qu'il y a un gagnant? Pour moi, oui, il y a un gagnant potentiel. Eh bien, c'est la jeunesse indienne. Cette jeunesse indienne qui, au contraire, elle, est gonflée par un concept très fort qui est l'IA génération. L'Inde veut vraiment incarner la force de l'IA. On voit tous les grands patrons sont aujourd'hui indiens. Et cette jeunesse-là, elle prie pour un luxe métissage entre le meilleur de l'Occident et des marques locales. Oui, et puis c'est pas anodin si un certain nombre de créateurs ont pris la destination de l'Inde aussi pour certains défilés. Merci Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe. Vous nous accompagnez dans Iconic Business aujourd'hui. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, la sélection de Nathan Cocampo. Cette semaine, à vous commencer fort, la voiture la plus chère du monde. Oui, Audrey, 28 millions d'euros. Rien que Voilà le prix estimé de la voiture la plus chère du monde actuellement sur le marché. C'est la Rolls-Royce Arcadia Droptail, très inspirée des yachts de luxe. On le voit, 8000 heures de développement pour les parties en bois laqué à l'arrière du véhicule. Au total, 4 ans de conception auront été nécessaires pour cette commande spéciale d'un client mystère. On a le droit de dire qu'elle n'a rien d'une Rolls-Royce ou... Elle est très différente des Rolls-Royce classiques, on peut le dire. Une envie d'acheter un château peut-être derrière. Peut-être. Ça tombe bien, le 25 avril prochain, un château du 19e siècle sera mis en vente aux enchères. Prix de départ 900 000 euros, c'est une belle opportunité. Situé entre Cholet et Angers, les 700 mètres carrés sur 5 niveaux sont dans un domaine de 30 hectares. Salle de billard, ancienne chapelle, 8 chambres, avis aux amateurs. Avec un dîner gastronomique aussi dans l'espace, parce que sinon c'est trop facile. Ah oui, aujourd'hui, on va très très loin. C'est l'idée folle de Rasmus Munk, célèbre chef danois connu pour sa cuisine très moderne et son restaurant 2 étoiles, l'Alchimiste. Son pari fou donc, emmener 6 touristes à bord du vaisseau spatial Neptune de SpaceX pour déguster donc un menu inspiré, je cite, par le rôle de l'exploration spatiale de ces 60 dernières années. Prix du billet, 500 000 $ quand même pour un voyage de 6 heures dans cette capsule SpaceX donc qui s'élèvera grâce à un énorme ballon. Une montée très lente, donc jusqu'à apercevoir le lever de soleil sur la courbe de notre planète. Rien que ça. Un nouveau restaurant, vous l'avez dit, pour finir sur terre à terre, un restaurant plus terre à terre, on quitte l'espace, au Cheval Blanc à la Samaritaine. L'hôtel de luxe se met aux saveurs japonaises avec Akuba. Aux manettes, le chef 3 étoiles, Arnaud Donquel, avec à ses côtés Takuya Watanabe, maître sushi. Le chef pâtissier Maxime Frédéric est aux commandes pour la partie sucrée. Poisson cru, soba, bouillon, dans une ambiance pensée comme un sanctuaire de la tradition japonaise. Merci Nathan Cocampo. On finit toujours à avoir trop faim en fait avec vos sélections. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Avec nous, Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio. Gemio, il y a plus de 10 ans, c'était l'idée de moderniser, de bousculer la joaillerie. Exactement. Vous en êtes tout aujourd'hui, justement. Est-ce que vous avez l'impression, allez, si on dresse un bilan, d'avoir bousculé les codes, disrupté, comme on le dit pompeusement à l'heure actuelle? Je pense qu'on est au début d'un long chemin, mais néanmoins, je pense que le pari est relevé parce que quand on a eu cette idée il y a 10 ans, au moment où je me suis fiancée avec mon compagnon, en fait, ce qu'on voulait, c'est garder le meilleur des savoir-faire, le meilleur de ce que la joaillerie faisait bien, mais en même temps, moderniser tout ce qu'on pensait qui n'était plus de notre temps. Et donc, concrètement, on a gardé les savoir-faire, la fabrication 100% française, ce qui est rare même dans la joaillerie, la mise en avant de pierres rares, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait, et d'ailleurs souvent des pierres qui sont réservées à la très haute joaillerie. Mais on s'est dit qu'on voulait apporter plus de modernité dans l'expérience en étant digital. Et donc aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, Audrey, on fait quand même encore 50% de notre chiffre d'affaires 100% online, ce qui est quand même assez fou quand on y pense, parce que dans le secteur, c'est plutôt 2 à 3%. Donc oui, c'est ça vraiment reste très novateur. à la marge. Ça progresse, mais ça reste à la marge. Exactement. Mais sur de la joaillerie, quand même, on est sur des pièces entre 1000 et 10 000, 15 000 euros. C'est vrai que c'est assez
assez rare. Et donc ça, on a vraiment bousculé les codes, aussi sur les codes en fait tout simplement d'accueil, où on a essayé d'apporter cette touche chaleureuse. Donc c'était intéressant parce qu'il fallait à la fois garder les codes du luxe bien sûr, mais en même temps y apporter cette touche de chaleur. Et le digital d'ailleurs nous a permis de le faire en apportant beaucoup de personnalisation paradoxalement, parce qu'en fait on va vraiment aller au bout des choses, connaître nos clients et donc essayer de leur apporter un service qui est beaucoup plus intimiste. Un autre style que les maisons traditionnelles, il y a aussi dans le fonctionnement, on va être beaucoup plus basique, plus logistique. Pas de stock, des ventes en ligne et un marketing différent. Là aussi, c'est ce qui subsiste. Totalement. C'est aussi comme ça qu'on fait de la rentabilité, qu'on peut s'installer assez vite. Alors assez vite, malgré tout, ça a pris 10 ans. Hein. Et aujourd'hui, Gemio fait à peu près la taille d'un Dinvan. Donc j'estime qu'on a vraiment réussi à bien s'installer. Mais néanmoins, ça prend du temps et c'est normal. Et en fait, quand vous êtes face à des mastodontes, à des gens qui font très très bien ce qu'ils font, il ne faut pas faire pareil. En joaillerie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stock coûte très très cher. En moyenne, c'est plus de 2 ans de stock avant de réussir à vendre un produit. Nous, en fait, la fabrication, elle est faite à la commande, vraiment sur mesure, par nos artisans en France. Et donc, on n'a pas tous ces coûts qui vont nous permettre... Avec un enjeu de délai aussi. Avec un enjeu de délai, mais on a lancé vraiment tout un processus de chaîne de fabrication dans nos ateliers. Et donc, on a des délais qui sont finalement assez courts, puisqu'on est autour de 3 à 4 semaines de fabrication, avec une très bonne qualité, bien sûr, et 100% en France, une fois de plus. Mais ça nous permet de ne pas avoir ces coûts de stock et donc, naturellement, de proposer un excellent rapport qualité-prix, puisque normalement, en joaillerie, c'est extrêmement coûteux et chronophage, bien sûr, d'avoir du stock. Des ateliers en France, donc a priori, c'est possible. Des matériaux recyclés. Oui, ça a été important aussi. Alors ça, c'est une question qu'on s'est posée très rapidement. L'or recyclé, le platine recyclé, je crois qu'on l'a mis vraiment en place dès 2015-2016. Donc on a été assez précurseurs là aussi. On a proposé à un moment donné du diamant de synthèse pour tester. Il se trouve que nos clients ne sont pas très intéressés, mais on peut toujours le faire. Une fois de plus, on fabrique à la commande, donc il n'y a strictement aucun problème. Donc les matériaux recyclés, avoir un certain nombre de labels, travailler, une fois de plus, je répète, avec un engagement 100% français, ce qui est très rare dans le secteur, même pour les maisons les plus réputées. Eh bien ça, ce sont des engagements où on s'est dit, si on devait réinventer la joaillerie de demain, qu'est-ce qu'on ferait ? Eh bien, ce sont finalement toutes ces cases qu'on a essayé de cocher. Mais aussi parce que c'est le discours que la clientèle est à même d'entendre et d'être réceptif, notamment. Est-ce que sur donc le discours autant responsable qu'une manière de gérer les coûts, parce que ne pas avoir de stock et d'aller sourcer le savoir-faire, c'est aussi une manière de gérer son entreprise. Est-ce qu'on a des prix sur ces 10 ans, plus de 10 ans, des prix et des volumes qui ont augmenté et des marges qui ont pu résister aussi ? Bien sûr, mais vous savez, un autre moyen de le faire, c'est tout simplement d'avoir une distribution qui est 100% en propre. Et on dit souvent que le luxe est censé avoir une distribution qui est contrôlée, qui est uniquement en propre. C'est 100% notre cas. Aujourd'hui, Gemio... l'expérience aussi. Exactement. Gemio a 9 boutiques, mais aussi parce que la marge du distributeur est très importante. Et donc, nous, en fait, elle va d'une certaine manière directement vers le client. Donc, c'est sûr que les clients aujourd'hui qui ne sont pas des clients des pays émergents, en fait, vont essayer de discerner tout cela et sont très sensibles à ce rapport qualité-prix, au fait que la qualité soit vraiment très forte, mais finalement, ils ne sont pas prêts à aller payer n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu garder un certain nombre de codes sur la qualité, sur l'image, mais par contre, en y apportant une touche peut-être un peu plus smart, on va dire, pour faire en sorte d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, tout simplement. Ce qui est étonnant, c'est que plus de 10 ans après, d'autres sont arrivés, et puis il y a un renouveau de certaines maisons, etc. Les maisons se sont réinventées autour des archives. Qu'est-ce que vous posez comme question aujourd'hui ? Parce que finalement, on a l'impression que vous faites le chemin inverse. Vous allez, au bout de 10 ans, chercher aussi à mettre en avant vos iconiques, à générer des expériences dans vos boutiques. Donc en fait, on a l'impression que le circuit s'inverse. Donc comment vous vous positionnez à ce moment-là ? Est-ce que c'est un second souffle qu'il faut trouver pour votre marque pour les 10 prochaines années ? Mais c'est très intéressant comme question, Audrey, parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans, on se rend compte qu'on n'est plus une si jeune maison que ça. On commence à voir nos archives. Et c'est drôle, j'en parlais avec mon équipe il y a peu de temps. En fait, nous-mêmes, on est en train d'aller déterrer, d'une certaine manière, les premiers dessins, les premiers mots aussi, la tonalité de la marque telle qu'elle était, les premières campagnes qu'on a pu faire. Et en fait, je trouve ça très intéressant d'être dans cette perspective de se réinventer en permanence. Et je pense que c'est ça aussi l'innovation. C'est d'aller chercher finalement l'histoire, ce fameux héritage. Et Gemio a aussi un héritage, même s'il n'a que 10 ans. Et finalement, en permanence, de le renouveler. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire actuellement. Tant au niveau des collections, mais aussi au niveau de notre discours, au niveau de notre expérience. Et là, quand je vois les boutiques qu'on va ouvrir avec un nouveau retail, on est en train d'ouvrir au Japon, on va ouvrir bientôt à Zurich. En fait, à chaque fois, on va essayer de puiser dans nos codes à nous pour se réinventer en permanence. Donc, vous visez le Japon, territoire de quartier ?
On est en train de viser le Japon. On a même ouvert au Japon, alors pour l'instant, une boutique éphémère, mais qui va se transformer bientôt, ça je vous l'annonce un peu en avant-première. Mais on va ouvrir bientôt, oui, une boutique d'ici la fin de l'année. Et pour moi, le Japon est un très beau pays, un très beau marché, mais aussi un pays qui est amateur de luxe, d'un luxe qui est assez discret, d'un luxe aussi qui est vraiment tourné vers la qualité, avec bien sûr une vraie appétence, un atavisme pour le Made in France. Donc c'était pour nous quelque chose qui était assez inévitable. Et je suis ravie, je pars littéralement demain au Japon. Pauline Léniaud et Gemio et Pauline Léniaud. En fait, il y a aussi ça de particulier, c'est que le marketing, c'est aussi constitué autour de votre personnalité, de votre influence, de votre impact même. Il y a des podcasts à côté, il y a un storytelling autour de vous. Est-ce que c'est vous qui portez la marque ou c'est l'héritage de la marque ? Est-ce qu'on ne se sent pas piégé à un moment autour de ce qu'on incarne et ce qu'on porte ? C'est aussi une bonne question, c'est vrai. Vous savez, quand j'ai lancé Gemio, moi, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas de compte Instagram ni rien. D'ailleurs, Instagram n'existait pas trop à l'époque. Et puis, un peu de fil en aiguille, les choses se sont faites, mais autour de 2018. Donc, la marque avait déjà 6 ou 7 ans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai lancé ce podcast qui s'adresse plutôt à des entrepreneurs parce que j'avais envie de partager ma passion pour la joaillerie, mais aussi pour ce quotidien et pour le monde de l'entreprise que je trouve passionnant. Et ça a intéressé beaucoup de monde, force est de constater. Donc aujourd'hui, j'ai aussi cette autre activité. Mais je crois vraiment à ça, au fait d'avoir plusieurs activités en même temps qui, moi, m'épanouit beaucoup et qui me permet aussi de me nourrir. Et j'apprends énormément au travers de ce podcast, ce que je peux donner d'ailleurs ensuite à Gemio. Donc c'est vrai que c'est plutôt parti d'une démarche personnelle. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est un impact sur Gemio. Après, je pense que c'est aussi parce que je connais autant de choses et surtout que je découvre autant de choses au travers de Gemio que j'ai des choses peut-être intéressantes à dire avec le podcast. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez vertueux. Et finalement, vous pouvez être la propre ambassadrice plutôt que d'aller chercher une influenceuse. Tout à fait, ce qui aussi pour moi est assez smart parce que finalement, je coûte moins cher que Laetitia Casta. Merci beaucoup Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio, d'avoir été aujourd'hui dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur l'appli, le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.